nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces navs et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Mon invitée cette semaine est Lisa Prudy. Elle vient de publier son premier livre intitulé Une histoire taboue. Ce roman, tiré d'une histoire vraie, la sienne, parle des souffrances d'une jeune fille violée à plusieurs reprises et qui va tout de même trouver la force de suivre et de réaliser ses rêves. Celle qui rêvait de devenir journaliste comme Denise Epoté ou Anne-Marthe Mvotor a finalement trouvé sa voie dans l'immobilier dont elle est une professionnelle aux États-Unis d'Amérique. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Lisa Prudy, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes au Cameroun depuis quelques jours. Alors, comment ça se passe votre séjour au Cameroun? En tout cas, déjà merci à toi Jean-Bruno et à Naya TV pour l'invitation. Ça se passe très bien pour moi depuis quelques jours au Cameroun et il fallait absolument passer par la base navale, goûter au bon poisson braisé, une bonne sole braisée, oui. Également un peu de ndolé et donc tout va bien. Là maintenant les pendules sont à l'heure, mais il faut dire que depuis mon arrivée quand même, il y a eu une très belle aventure qui a commencé par les journées du rencontre de Mbowa, donc entre la diaspora et les Camerounais du terroir ainsi que les autorités, avec le ministre de la Jeunesse
jeunesse et de l'éducation civique, et en marge de laquelle j'ai pu faire une dédicace de mon livre. Et donc, c'était vraiment une très, très belle expérience et une belle communion comme ça avec le public et avec les autorités par rapport à cette belle histoire que je raconte dans mon livre. Oui. En tout cas, ça nous fait plaisir et vous faites bien d'en parler. Votre livre, Une histoire taboue, paru il y a quelque temps aux éditions des presses panafricaines. Alors, pour parler de vous, Lisa Prudy, vous êtes donc l'auteur de ce livre. Vous faites plusieurs choses à la fois. Vous vivez aux États-Unis, à Washington. Vous êtes traductrice de formation, diplômée de l'Université de New York. Vous êtes également coach certifié. C'est comme ça qu'on dit. John Maxwell, oui, c'est ça. Absolument. Et également, vous êtes professionnel de l'immobilier. C'est correct. Alors, vous faites pas mal de choses à la fois. Hein. Tout à fait. Je porte énormément de casquettes, mais c'est surtout, il faut comprendre que ça a été progressif. Oui. Il faut comprendre qu'au départ, la jeune Lisa Prudy, comme vous l'avez si bien mentionné, rêve de devenir une professionnelle de la communication, journaliste par exemple, ou animatrice TV. Et donc, mon modèle, c'était Anne-Marthe Mvoto. Je me faisais des chignons quand j'étais plus jeune et tout ça. Je rêvais d'être comme Denise Epotet, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc, ma première expérience, on m'offrait 45 000 francs de salaire, ce qui était impossible pour vivre. Donc, il fallait trouver un autre moyen de rester dans la communication et gagner un peu mieux sa vie. Donc, c'est comme ça que je me lance dans un BTS en action commerciale pour travailler dans les agences marketing, etc. Mais par la suite, je fais une licence en communication et je me retrouve aux États-Unis. Je me dis, comment est-ce que j'applique cela et que j'en tire le meilleur parti? Et parce que je travaillais déjà comme interprète dans mon église pour mon pasteur et je traduisais des documents pour les gens qui avaient besoin de faire une demande d'asile. J'interprétais pour eux, pour le mariage, etc. Alors, je me suis dit, il vaut mieux se professionnaliser. Et donc, c'est ainsi que je me retrouve à l'Université de New York. Mais pour répondre à ta préoccupation qui est celle de savoir pourquoi autant de casquettes. Oui. Voilà. Après l'Université de New York, je crée mon agence Bridgelingual, qui est à 2 minutes de la Maison Blanche en face de la Banque mondiale. Et je me dis, en gagnant tous ces marchés avec les agences américaines, avec les organismes internationaux, comme par exemple l'Institut américain de la paix et toutes ces entreprises, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Il fallait investir. Donc, c'est comme ça que je me retrouve donc à investir dans l'immobilier, oui. Mais surtout, au départ, dans la bourse. Voilà. Et donc, en investissant dans la bourse, c'est assez virtuel. Donc, tu n'arrives pas vraiment à toucher du doigt, mais je me suis dit qu'il fallait quelque chose de concret que je peux toucher. Et c'est comme ça que je me lance dans l'immobilier. Et tu vois, par exemple, avec le Covid et tout ça, c'est possible quand tu vois un building de savoir, je peux toucher du doigt, c'est concret, c'est réel. Donc, malgré les difficultés, l'immobilier reste quand même le meilleur investissement. Et je me suis lancée, j'en suis passionnée. Aujourd'hui, je suis agréée, experte immobilier agréée dans 7 États américains, avec une équipe solide sur tout le territoire, dans tous les États des États-Unis, pour servir les personnes qui veulent acheter leur première propriété ou alors qui veulent se lancer dans l'investissement locatif, par exemple. Donc, c'est vraiment une belle aventure, en tout cas. En tout cas, on aura l'occasion de parler un peu de votre carrière, je l'espère, tout au long de cette émission. Mais ce qui nous préoccupe d'abord, c'est effectivement votre livre, Une histoire taboue, paru aux éditions des presses panafricaines. Alors, c'est un ouvrage qui parle de vous-même. C'est un ouvrage assez intime, je dirais même intimiste. Et j'ai cru comprendre que vous avez mis du temps à vous décider finalement à faire paraître cet ouvrage, parce qu'évidemment, ça parle de vous et c'est pas toujours évident. Hein. Qu'est-ce qui vous a finalement amené à franchir le Rubicon? Oui, alors cela va sans dire que déjà, c'est pourquoi on parle d'une histoire taboue. Oui. C'est une histoire dont on a du mal à parler. Et dans l'environnement dans lequel on vit, les gens ont du mal à écouter, entendre parler de telles histoires. Donc par conséquent, on se retrouve avec ce poids sur la conscience et on se dit, mais comment est-ce qu'on fait? Parce qu'après, ça devient lourd. Et donc, dans ce long processus, j'ai contacté des proches, des amis, je leur ai parlé. Je me souviens que je vous ai même appelé aussi pour vous demander votre avis, parce que j'ai vu que vous avez eu à publier des livres. Je vous demandais qu'est-ce que vous en pensez quand on est bloqué par rapport à ce qu'on a à raconter. Et j'ai reçu des encouragements de vous. Et donc, après, je me suis dit, il fallait porter la responsabilité d'aller au-delà de juste
garder cette histoire pour moi, mais en parler pour que ça puisse aider d'autres personnes à s'en sortir. Donc, je me suis investie de cette mission, quand même, de lever le voile sur les problèmes d'abus sexuels. Parce que j'ai comme pour modèle Madame Michelle Obama qui dit toujours on n'a pas d'impact on a d'impact que lorsque on a de l'impact dans la vie des gens. Non pas parce qu'on a amassé un maximum de richesse pour soi-même. Donc, je voulais avoir un impact sur les autres en leur disant, voici mon histoire, je l'ai vécue, néanmoins, j'ai survécu et de la plus belle des manières. Et je pense que vous pouvez le faire aussi. Alors, votre livre, on va en parler tout au long de cette émission, on parle de la question très taboue, effectivement, des abus sexuels et tout. Alors, est-ce que depuis que vous êtes arrivé, ou alors depuis que ce livre est sorti, que ce soit dans la communauté camerounaise ou africaine des États-Unis, ou alors ici au pays depuis que vous êtes arrivé, est-ce que ce livre a amené les gens à vous parler de leur propre expérience d'abus sexuels? Oui, absolument, absolument. Et c'est vraiment extraordinaire de vivre ces moments, parce que c'est en ce moment qu'on se rend compte qu'on a pris la bonne décision de se mettre à nu comme cela. Parce que le livre, en réalité, me met à nu. Et on pourrait avoir honte. C'est le moins que l'on puisse dire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est vraiment des choses intimes. Je n'ai aucune obligation d'en parler. D'ailleurs, mes proches me disent que je n'avais aucune obligation d'en parler. Mais la réalité, c'est que ça a aidé à comme ça, libérer d'autres femmes qui croupissaient sous le poids de ce tabou. Et donc, déjà au niveau des États-Unis, dès lors que le livre est sorti, j'ai commencé à recevoir des messages des dames, parmi lesquelles une qui a dit être violée. Elle a été violée par son propre père. Et là, je me rends compte que, mon Dieu, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de la plupart des femmes là dehors. Il y a une autre qui a avoué avoir été victime de 3 abus sexuels, parmi lesquels un monsieur qui l'a violée, qui a ensuite violé sa propre fille et qui a été tué par la suite quand les gens s'en sont rendus compte. Alors, donc, vous voyez qu'il y a cette pression sociale qui fait que les gens vivent des choses, mais on n'en parle pas. Au niveau du Cameroun, quand je suis arrivée dernièrement, avec notre événement, avec le Haut Conseil de la diaspora, j'ai rencontré des Camerounais sur place, de grandes dames, parmi lesquelles des avocats et toutes ces personnes qui m'ont dit « j'ai vécu exactement la même chose ». Donc, vous vous rendez compte, les statistiques montrent, Jean-Bruno, que environ 765 millions de femmes ont été victimes d'abus sexuels, ou alors il y a eu 765 millions de cas d'abus sexuels qui ont été déclarés. Maintenant, il y en a des cas qui n'ont jamais été déclarés. Et vous vous rendez compte qu'également, 2 femmes sur 3 disent avoir été victimes d'abus sexuels. Et à partir de 15 ans, c'est devenu quelque chose de récurrent. Ça appelle à la conscience. Et je pense que mon livre, effectivement, vient répondre à ce besoin-là, qu'il y ait des exemples de victimes qui prennent le courage de parler, de briser le silence. Et c'est pourquoi je suis là. Oui. Alors, chez vous, aux États-Unis, là où vous vivez, il y a eu quand même un mouvement récent, très intéressant, qui s'appelle MeToo, qui a mené les femmes à briser le silence sur les cas d'abus sexuels et de viol. Et ce mouvement-là a un tout petit peu essaimé, ou alors essaime aujourd'hui un peu partout en Europe, en France, où de plus en plus de femmes élèvent la voix pour dénoncer leurs violeurs. On a eu le mouvement Balance ton porc, ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, on a le sentiment qu'en Afrique, ça reste encore tabou, et c'est pourquoi je comprends parfaitement le titre de votre livre. Qu'est-ce qui peut justifier que les victimes d'abus sexuels et de viols ou de toutes sortes de violences chez nous restent silencieuses? Alors, il y a une chose qu'il faut retenir. Au niveau des États-Unis, quand on a eu le cas Weinstein en 2017 avec ce producteur de cinéma qui a été dénoncé et qui a eu comme ça une sorte d'effet domino de plusieurs dénonciations dans le monde entier, etc. Plus dans le monde artistique. Dans le monde artistique, le showbiz, la presse et tout. Alors, donc, il faut reconnaître qu'on est quand même dans un environnement où les gens peuvent être écoutés. D'accord? Quand ils dénoncent quelque chose, on peut être écouté, et c'est pourquoi ça a effectivement eu l'effet que cela a eu. Par contre, on est ici dans un environnement en Afrique où la première crainte que tu as, c'est numéro 1, tu as peur qu'on va t'humilier davantage, toi la victime, parce que déjà on a peur de parler de la chose sexuelle. Les parents, la plupart des parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants, on en parle très peu à l'école. La deuxième chose, c'est que tu te dis, si j'en parle, qui va me défendre? Puisque la personne qui a posé l'acte est prête à me tuer si jamais je déliais la langue. Et donc maintenant, tu as peur parce que tu n'auras pas la protection nécessaire. La troisième chose, c'est que, et bien au contraire,
Au lieu de te protéger toi, on a tendance à protéger celui-là qui est ton bourreau. Oui. Pourquoi? Parce que comme je le dis souvent, en Afrique, on a encore un réel problème existentiel qui est que sur la pyramide de Maslow, nous sommes encore aux besoins physiologiques. Donc les gens se disent, si tu mets la honte sur la famille, par exemple, celui-là, si c'était ton père ou ton oncle, il ne pourra plus avoir un emploi. Comment est-ce qu'on va regarder la famille? Si, par exemple, tu es une jeune fille qui vit chez ton oncle et que tu en parles, ça veut dire que la mère, ta tante qui est là, elle est mal à l'aise parce qu'elle se dit, mais maintenant tu viens d'exposer mon mari, comment est-ce qu'on va vivre si c'est le mari qui s'occupait de toute la famille? Donc les gens ont ce besoin de sauver leur pain quotidien, l'honneur de la famille aussi. Donc je pense qu'on a d'autres problèmes. Et parce qu'on a d'autres problèmes, comme la misère ambiante, on commence à oublier des choses comme ça qui peuvent avoir un impact psychologique tellement grave. Et finalement, on se retrouve dans un phénomène quand même extraordinaire où la victime se sent presque coupable d'avoir été violée. C'est correct. C'est fou quand même. Mais c'est fou parce qu'effectivement, il y a eu une période où on accusait les jeunes filles de porter des jupes très courtes, etc. Comme pour justifier le fait qu'elles aient été violées. Pourquoi est-ce qu'elles sont violées? Mais Jean-Bruno, ça veut dire qu'on doit aller à la plage maintenant avec des pantalons ou des cabas? Si on est capable d'aller à la plage et regarder l'autre avec un maillot de bain, on doit être capable de voir une jeune femme qui décide de porter une jupe et que ce ne soit pas un problème. Et donc, je pense qu'effectivement, nous avons, en tant que femmes, nous avons énormément culpabilisé. Nous nous disons, oh, je me suis mise dans cette situation. Et donc, tu commences maintenant à te dire, ah, mais peut-être que j'aurais jamais dû lui faire confiance. Et c'est ça le problème. C'est qu'on va te dire, mais pourquoi tu es allé dans son bureau? Mais pourquoi tu devrais avoir peur d'aller dans le bureau de quelqu'un qui t'invite pour un entretien d'embauche? Pourquoi tu devrais avoir peur d'aller voir ton oncle? Donc je pense qu'on a tellement poussé la victime à culpabiliser dans notre environnement que c'est une des raisons pour lesquelles elle n'en parle pas. Et la dernière chose, c'est que même si tu en parles, est-ce qu'ils vont être condamnés? Combien de personnes sont condamnées pour viol en Afrique? Et mon livre en parle. Oui. Où est-ce qu'ils sont? On va entrer effectivement dans votre ouvrage, Lisa Prudy. Vous êtes née dans les années 80, dans le département des Bamoudos, Mbouda. Et votre village, précisément, c'est Bamesingé. Bamesingé, c'est correct. Oui. Et donc, vous êtes issue d'une famille, disons-le pudiquement, modeste. Et ça veut dire que vous n'avez pas eu une enfance facile, hein? Non, pas du tout. J'ai eu une des enfances les plus troubles qu'on puisse imaginer. Et moi, je le dis sèchement comme ça. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire autant d'enfants si on n'a pas les moyens de s'en occuper. Alors, et justement, il faut dire que votre père, il était gardien dans une école primaire, donc gardien de nuit. Et votre maman était débrouillarde. Et vos parents sont quand même la preuve de ce que le lit du pauvre est fécond. Parce que ils ont 7 enfants. Correct. Un gardien de nuit et une vendeuse de beignets. Une vendeuse de beignets qui ont 7 gosses. Imaginez la pauvreté extrême. Ils font ça comment? Moi aussi, je me pose la question. Mais parce que dans ce cas, on éparpille les enfants dans les familles des autres, chez les oncles, chez les tantes, et les enfants sont exposés comme des proies comme ça à ces personnes, ces prédateurs qui veulent les utiliser au maximum. Parce que l'enfant se dit, si je dénonce ce tonton qui vient de me faire ça, ça veut dire qu'on va me renvoyer chez moi sans mes cahiers et sans mes livres. Généralement, quand on envoie les enfants chez les oncles et tantes, on espère que les enfants vont rentrer avec les cahiers. Alors, donc, tu te retrouves dans une situation où tu portes sur toi la charge de couvrir toutes les sales besoins des gens parce que tu as faim, tu veux que ta famille soit protégée. Et la deuxième chose, pour une personne comme moi qui grandit en tant que jeune fille, la jeune fille ne connaît pas la pauvreté. Tu ne sais pas ce que c'est que la pauvreté. Tout ce que tu sais, c'est que tu vas rendre visite à ton amie, elle te montre les nouvelles robes que ses parents ont achetées, elle te montre son déjeuner, elle te montre tout ça, mais toi, tu n'as rien de tout ça. Et tu es frustré comme enfant. Donc, ce sont des choses comme ça qui te rappellent quel est ton statut dans la société. Quand tu dois marcher 2 heures de temps pour aller à l'école, ce sont des choses comme ça qui rappellent ton statut. Quand tes cousines et autres doivent jeter leurs vêtements dans la poubelle et tu les récupères pour laver et les porter, c'est ça qui te rappelle que tu es presque moins que rien, tu n'es pratiquement plus un être humain. Donc, ce sont des choses comme ça qui traumatisent et qui poussent les gens à se retrouver dans la situation dans laquelle moi je me suis retrouvée à 16 ans. Précarité. De précarité extrême. C'est-à-dire que moi, à 16 ans, Jean-Bruno, j'avais envie d'aller me marier. Parce que je pensais que c'était le moyen le plus rapide pour sauver ma famille. Donc on commence maintenant à mettre une pression
qui n'est pas nécessaire du tout aux enfants de cet âge-là à cause de la pauvreté. Oui. Mais ne soyez pas très dur envers vos parents en même temps, Lisa Prudy, parce que c'est vrai que très jeune, étant encore élève, ce qui vous tient lieu de petit déjeuner, c'est des vaillants plats de pommes pilées ou de coquilles, haricots le matin, ou alors le coquille de la veille qu'on réchauffe pour le petit déjeuner. Mais vos parents, malgré les difficultés, vous êtes nombreux, ça c'est vrai, réussissent quand même à vous inscrire à l'école et vous n'êtes pas une cancre, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, je suis absolument d'accord. Mais après, combien de familles arrivent comme ça à envoyer une enfant à l'école qui arrive quand même à s'en sortir avec les études sans avoir de livres, par exemple. Je devais emprunter les livres de mes camarades à l'école pour faire mes devoirs pendant la récréation, pendant que les autres jouaient. Donc, du coup, tu n'as pas une enfance, en fait. Et je pense que les gens n'imaginent pas l'impact que tout cela a. Et donc, tu grandis en te disant, mais voilà, tous les autres enfants, ils ont au moins de quoi aller à l'école. Et parlons d'inscrire à l'école. En réalité, 80% du temps, ce sont les autres qui payent mes études. Soit un oncle, soit un bon samaritain ou quelque chose comme ça. Ou alors les autres fois un peu plus âgés, quand il fallait faire le baccalauréat, j'ai fait mon baccalauréat, j'ai passé mon baccalauréat en travaillant dans la journée et en faisant les cours du soir. Pareil pour le BTS et la licence. Donc je veux dire que oui, aller à l'école c'est bien, mais après, il ne faut pas que cette charge soit sur les autres personnes. Ces gens-là ont leurs propres enfants. Donc moi je suis pour le fait qu'on puisse quand même limiter le nombre d'enfants au nombre dont on peut s'occuper. Au moins leur donner le minimum. Je ne vais pas me faire aimer par beaucoup de personnes. Ça c'est un gros débat. En Afrique, mais bon. Ça c'est un très grand débat. Alors, comme un malheur, comme la nature sait parfois être cruelle, votre père est victime d'un accident et vous dites il sera et vous le dites de manière très très pudique dans votre livre, je vous cite, il sera diminué à la suite de ce drame. Alors ça veut dire quoi diminuer? Bon, diminuer dans le sens où cela l'a affecté sur le plan de la tête donc il y a des activités par exemple qu'il ne pouvait plus faire et donc voilà, jusqu'aujourd'hui il a des séquelles de cet accident. Donc, il faut reconnaître que à l'époque, il y avait beaucoup de travail physique à faire. Et donc, ce qui fait que si tu n'as pas la capacité de faire certains travaux, tu n'as pas de quoi nourrir ta famille, sauf si tu as fait des études. Alors, et dans le cas, c'est votre mère qui a repris le flambeau de la famille. Et vous dites avoir une grande admiration pour votre maman parce que vous voyez comment elle se battait corps et âme pour essayer de faire vivre sa famille à côté d'un mari, osons le dire, pratiquement impotent. Oui, qui ne pouvait plus subvenir en tant que tel aux besoins de la famille. Absolument. Et donc, déjà que ce qu'il faisait comme gardien de nuit, c'était pas grand-chose, mais au moins ça pouvait aider. Alors, si on n'a plus ça, on va s'enfoncer davantage. Alors, donc, pour moi, ma mère est une héroïne. Et une héroïne simplement parce que tous les matins, je la voyais se lever avec beaucoup d'enthousiasme pour apprêter la farine pour ses beignets. Elle me réveillait, on le faisait ensemble. Et je l'ai vue se battre pour nous, pour s'assurer qu'on ait au moins à manger, même si on n'a pas le reste, qu'on ait de temps en temps à manger. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose. Je bosse tous les jours au maximum pour m'assurer que mes enfants aient un meilleur avenir que celui que moi j'ai reçu. Donc je pense que vraiment les mamans sont absolument à féliciter pour les efforts qu'elles font tous les jours pour leur famille. Malgré tout, vous avancez et pendant votre adolescence, vous connaissez vos premiers amours. Et le tout premier, il vit à Douala. Et donc, vous commencez une idylle avec lui, mais qui n'ira pas bien loin. Oui, qui n'ira pas bien loin. Et c'est bien dommage parce que la plupart des jeunes femmes qui vont nous regarder, Jean-Bruno, savent que généralement, quand tu rencontres ton premier mec, tu veux qu'il soit le dernier, normalement. Sauf si tu n'es pas normalement constitué. Alors donc, si tu veux qu'il soit le dernier, et si tu veux qu'il soit le dernier, ça veut dire que tu t'y mets corps et âme. Donc à mon jeune âge, je partais déjà dans la famille de mon copain qui vivait dans la même ville que moi pendant que lui était à Douala. Je partais aider sa mère dans les travaux champêtres, à la cuisine, partout. Bref, j'étais comme une épouse, quoi, toute petite femme et tout. Et je me disais, voilà, je vais me marier bientôt. Sauf que l'erreur, en fait, que j'ai commise, Jean-Bruno, c'était justement de trop aimer une personne. Les hommes n'aiment pas se sentir trop aimés. Ils aiment bien qu'on les fasse marcher et qu'on les torture. Bon, ça dépend vous souriez
mariée, je ne suis pas sûre pourquoi, mais je vous assure qu'en général, les hommes aiment quand même sentir qu'ils font un effort incroyable dans une relation. Donc, quand vous faites trop d'efforts pour eux, bah, ils commencent à s'endormir et ils veulent vous entre guillemets, ils veulent vous faire chier. Dans le cas d'espèce, le bon monsieur arrive un jour et me dit juste comme ça qu'il a trouvé une autre personne et que ses parents ne sont pas aussi compliqués que les miens parce qu'il ne peut pas aller voir mes parents, il ne peut pas me rendre visite, il doit se cacher, etc. Mais on est jeune, c'est normal. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller à l'école. Tu n'as pas à venir voir mes parents. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, quand tu aimes trop un homme, il a tendance à se dire « Ah, mais ça m'ennuie, il faut que j'aille voir ailleurs pour qu'on me mette en compétition et que je fournisse des efforts, quoi. » Et donc, c'est comme ça que ça se termine en queue de poisson, comme ça. Alors, ensuite, vous allez tomber encore amoureuse d'un autre petit ami. Vous êtes toujours au lycée. Alors, quelque chose m'a marqué dans votre livre, Lisa Prudy, c'est cette manière que vous avez à décrire tous les copains que vous avez eus. Vous les présentez comme des gens très très beaux et la manière de les décrire, il y a une telle gourmandise dans la façon de le faire qu'on a envie de les regarder. Et j'ai observé que vous avez un faible pour les hommes qui sont grands. Beaux et noirs. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous leur trouvez grand. En tout cas, c'était une pure coïncidence. Je ne peux pas, franchement, grand ou pas, il y a des hommes qui ont beaucoup de charme. Moi, j'ai plus une attirance pour des hommes intelligents. Il faut le reconnaître. Donc, par coïncidence, ils étaient grands et noirs. Mais c'était vraiment juste une coïncidence. Je les préfère intelligents, brillants. Et voilà. Donc, je suis, comme dirait quelqu'un, je suis amoureuse des cerveaux. Donc, je m'en fous après de c'est parfait. Alors, à Douala, vous partez une fois à Douala. Là, vous êtes en classe de première. Vous allez à Douala parce que vous avez des soucis de santé. Et là, vous faites également la connaissance d'un autre garçon. Ça va être le troisième. Là encore, il est grand, je vous ai dit. Hein. Et là aussi, sauf que là, il n'est pas noir quand même, non? Oui, mais il est toujours grand. Et je vous ai dit, il est grand, c'est parce que vous l'êtes. Jean-Bruno, vous êtes tout aussi beau. Vous n'avez pas besoin d'être grand. Vous êtes tout aussi beau sans avoir besoin d'être grand. C'est gentil, ça me rassure. C'est là où on allait. Ça me rassure. Et donc, cette autre relation, elle n'ira pas bien loin non plus. Non, elle n'ira pas bien loin. Sauf que cette fois-ci, quand même, c'est assez dramatique. Parce que là, il s'agit de... Là, quand même, je vais rencontrer la famille du mec, je rencontre sa mère. Et sa mère a une question qui jusqu'aujourd'hui, résonne dans ma tête. Elle me demande si je suis nordiste. C'était sa première question. Parce que vous étiez très très mince. Voilà, j'étais vraiment svelte. Et elle vous a carrément demandé si on ne vous nourrissait pas assez. Exactement. Ça, c'est cruel quand même. C'est cruel. Elle me demande, mais tes parents ne te nourrissent pas assez et tu penses que c'est dans ma maison que tu vas venir manger. C'est pas vrai. C'était une question, je n'en reviens pas. Jusqu'à présent, cette question résonne dans ma tête. Et là, vous avez à peine 17 ans. Oui. Pour une jeune femme qui... comme ça, se dit, ah, mais j'ai trouvé un homme que je vais épouser. Parce que, je répète, dans ma tête, il fallait que je me marie pour sauver ma famille. Donc, bon, c'était beau d'avoir des belles relations, des gens que j'aimais, mais si j'avais eu l'opportunité de me marier, peut-être je me disais que ça irait sauver ma famille. Mais il faut dire qu'il y avait quand même de l'amour. Donc, pour que cette femme, tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est que je suis tellement maigre qu'elle pense que je viens, en fait, dans sa famille pour être nourrie. J'ai trouvé que c'était vraiment insultant pour ma personne et pour cruel, ma famille. En tout cas. Parce qu'il m'a fallu au moins 35 ans pour enfin prendre un peu de corpulence. J'ai toujours été maigre. Donc, ça n'avait rien à voir. Et ma grand-mère aimait me nourrir tout le temps. Elle venait tous les jours de marcher de Bamesingé et de Mbouda avec du taro chez nous. Et elle venait dire à ma mère, mais cet enfant, elle est toujours mince. Donnez-lui tout le taro que j'ai apporté là, c'est pour elle. Donc, ma grand-mère pensait que plus j'allais manger du taro, plus j'allais prendre un peu de poids. Mais ça n'a jamais marché. Même après des grossesses, je n'ai pas toujours pris du poids. Je n'ai pris du poids que récemment, avec le ou la Covid. Donc, malheureusement, cette idylle a pris fin parce que la maman a estimé que j'étais trop maigrichonne pour son enfant et moi, j'ai trouvé que c'était insultant. Elle n'était pas disposée, en tout cas, à vous nourrir. En tout cas, moi, une maman qui me parle comme ça, c'est terminé. Hein. On a beau être
plus bel homme, grand beau, comme Jean-Bruno aime dire, grand beau et noir, ça passe pas. Oui. Alors, et cette année-là, vous n'arrivez pas à décrocher votre baccalauréat et vous quittez la ville de Mbouda, cette fois pour vous installer à Douala, où, voilà, vous retrouvez dans la famille de votre oncle, c'est bien cela? Oui, c'est cela, temporairement, oui, temporairement. en attendant d'aller à l'école. Mais l'oncle, en fait, avait offert de m'aider pour mes soins, au moins pour que je puisse voir un neurologue. Parce que vous aviez des problèmes de sinusite, voilà. des problèmes... Donc, il fallait rencontrer un spécialiste, un neurologue à Bonapriso, et au lieu de faire les va-et-vient, voyager tout le temps, il a dit c'est mieux de venir à Douala. Comme ça, tu pourras aller voir le médecin et aller à l'école en même temps. Et là, parce que j'avais été malade les 2 premières années, je n'avais même pas pu passer mon baccalauréat, malgré le fait que j'étais toujours meilleure de ma classe. Donc, je n'ai pas pu passer le bac pendant 2 années. Et donc, c'est comme ça que je passe la 2e année du baccalauréat à Douala. Et je vous inscrivez au cours du soir. C'est à la 3e année que je m'inscris au cours du soir. Mais la 2e année, quand j'arrive à Douala, je suis déjà malade. Donc, cette année-là, je ne passe pas le bac non plus. Et j'ai envie de mentionner quelque chose pendant qu'on en parle, Jean-Bruno. Je pense que j'avais une leçon à apprendre en échouant le bac 2 fois. J'étais une élève très, très hautaine, très sûre d'elle. Je trouvais que si tu n'as pas de bonnes notes à l'école, tu es con, tu es un cran, tu es un cancre, et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il fallait que j'échoue un peu pour comprendre ce que c'est que échouer et que ça puisse me donner un peu plus d'humilité. Je pense que c'était une belle expérience parce que j'ai échoué pas une seule fois, mais 2. Pourtant, j'obtenais tous les meilleurs prix de ceci, meilleurs prix de cela. Donc, je pense que moi, j'ai appris beaucoup de ces échecs ces 2 années, bien que je ne sois pas en bonne santé et qu'on puisse justifier ça comme on veut. Mais déjà, voir que mes camarades, ceux dont je me moquais, ont quand même pu aller à l'université, avoir le bac avant moi. C'était une belle leçon d'humilité à avoir. Il faut apprendre à échouer. Et la 3e année, effectivement, j'ai abandonné. C'est mon grand frère, vous le connaissez sûrement, la plupart des journalistes le connaissent, Alain Capello, voilà. C'est Capello qui, quand il apprend que j'ai décidé d'abandonner l'école, qui me dit, mais c'est pas possible. On s'attendait à ce que tu sois notre Anne-Martin Voto, notre Denise Potter, ou bien que tu sois magistrat, ou bien que, tu vois, tu peux pas aujourd'hui abandonner l'école. Alors, quel est le problème? Je dis non, j'en peux plus, je peux plus. Moi, je préfère entrer dans la vie active. Et là, on me dit, OK, si tu veux faire la vie active, il n'y a pas de problème, mais je vais te donner un peu d'argent, on va payer quand même les cours du soir. Tu es brillante, si ta santé s'améliore, tu vas passer ton bac. Et il vous a donné 50 000 francs. 50 000 francs, c'est exact. Et c'est comme ça que j'ai pu m'inscrire en cours du soir. Alors, le drame se produit un jour dans votre chambre. Vous êtes rejoint dans votre chambre alors que vous êtes en train d'étudier vos leçons par votre bailleur. Et à la suite de cette rencontre assez impromptue dans votre chambre, je ne sais pas ce qu'un bailleur vient chercher dans la chambre d'une jeune fille, il va vous violer. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est quand même incroyable. Je n'ai même pas envie de décrire la scène. Je vais laisser les gens lire. On va éviter de faire du voyeurisme là-dessus, j'imagine. Mais il faut dire que, déjà à la base, et c'est pourquoi je veux que les parents lisent mon livre. Il faut comprendre qu'une enfant, toute femme déjà, à moins de 21 ans, 25 ans, il faut redoubler d'efforts pour la protéger. Envoyer une enfant de cet âge-là à être locataire dans une maison dont on ne connaît pas les propriétaires, on ne connaît pas leur moralité, etc., c'est un gros risque. Pour bien que les gens comprennent, c'est-à-dire la configuration de la maison, c'est-à-dire que c'était une maison familiale et vous occupiez une chambre, le bailleur, dans la maison. Voilà, le bailleur, il avait le reste avec sa famille également. Sauf que le bailleur se retrouve séparé avec son épouse, qui quitte la maison avec son fils, et moi, je suis donc locataire et je suis seule dans cette maison. Tout à fait. Avec ce monsieur. Alors donc, je ne me dis pas tout de suite, à mon âge, je ne me mets pas dans une position où j'ai peur, où je me dis qu'il faut que je commence à courir pour ma vie. Dans toute la naïveté possible, je reste là. Mais normalement, une personne qui lit mon livre doit savoir que il faut éviter de te retrouver dans une situation où une personne pourrait être tentée de te faire du mal. Absolument. Et donc, c'est pourquoi c'était important d'écrire cette histoire. Ce que je retiens, c'est que ce bailleur profite du fait que je sois seule dans la maison pour poser son acte odieux
Et c'est comme ça qu'on se retrouve en justice. Oui. Et Alors le vous pire allez arrive aussi. justement dans un commissariat à Bonabéry, si je ne C'est cela, m'abuse, oui. pour déposer une plainte contre votre bailleur. La plainte est effectivement enregistrée, il est d'ailleurs convoqué, gardé en cellule, Oui. sauf que plus tard, et ça c'est le pompon, le commissaire de police en charge de cette affaire, lui aussi vous reçoit dans son bureau, Oui. et dans son bureau, lui Le aussi drame se produit encore. abuse de vous, lui aussi. Et On a de la peine à le croire. on ne peut pas le croire. Moi-même, je n'arrive toujours pas à le croire parce que c'est la plus grave, et c'est pourquoi je n'ai pas envie de raconter, les gens vont aller lire. Oui. Mais ce qu'il y a de plus grave dans cette histoire, c'est à quel moment vous réfléchissez qu'il faut se protéger, je peux choper des maladies, en dehors même de me faire du mal à moi. Pensez au moins à vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense qu'il est important que les gens apprennent à contrôler leurs pulsions et aient une certaine maîtrise de soi. Parce que pour qu'un chef de famille, parce que c'est quand même c'est un homme d'un certain âge, je suppose que c'est un chef de famille, pour qu'il se mette à coucher avec une jeune femme comme ça qui est venue se plaindre, il se Alors qui est demande pas venu se plaindre d'un viol. d'un viol en passant. Alors, je ne sais pas à quel moment il se dit je me suis en train de prendre des risques, non seulement à faire du mal à cette femme, je ne me protège même pas, qu'est-ce qui pourrait m'arriver moi? Donc c'est vraiment ignoble à plusieurs degrés. Je n'ai pas envie de décrire encore cette scène, mais voilà là où se trouve le questionnement. C'est à se dire que il y a un gros niveau de perversité qui a vraiment ravi les cerveaux de certaines personnes et on n'arrive pas à croire, quoi. Moi-même, je n'en reviens pas. Oui. Mais voilà, c'était plus dramatique Oui. qu'on ne pouvait imaginer. Alors, et comme un malheur n'arrive jamais seul, à la suite de ce double viol, vous tombez enceinte. Et comment vous découvrez que vous êtes enceinte à la suite de ce double viol, d'abord de votre bailleur et ensuite du cochon de commissaire qui a lui aussi abusé de vous? Comment vous découvrez que vous êtes enceinte? Voilà, déjà, il faut remarquer que pour une jeune femme, aussi déjà svelte, comme tout le monde décrivait et tout, c'est pas évident. Tu vois pas tout de suite la transformation. Mais après, tu te dis, voilà, j'attendais, voilà, ma période est là, et puis tu vois rien, et tu te dis, ah non, on nous a enseigné qu'il peut y arriver, qu'il y ait des exceptions, etc. Mais après, le temps passe, et un beau jour, j'ai ma tante qui m'interpelle et qui me dit, quand je te regarde là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, tes pieds sont en train d'enfler et tout ça. Et là, je me dis, wait a minute, what's going on here? C'est en ce moment, en fait, que je réalise ce qui est en train de se produire. Donc, je veux dire qu'à un moment donné, on est tellement traumatisé qu'on n'arrive même plus à réfléchir. Et c'est ça le drame, en fait, c'est que il y a des choses qui nous affectent à un tel point où même les choses qui peuvent paraître évidentes commencent à nous échapper. Et donc, c'est comme ça que je me rends compte que je suis en train de porter une grossesse. Mais elle est de qui? Oui. C'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que comme si les deux drames ne suffisaient pas, Oui. il faut qu'il y ait un troisième. C'est-à-dire un enfant. Et pire encore, le plus dramatique dans l'affaire, c'est l'impact psychologique que ça peut avoir et l'acte de décider de se séparer de Oui. cette grossesse. C'est-à-dire que vous décidez de procéder à une interruption volontaire de grossesse. Heureusement, vous allez quand même dans un hôpital pour que cela se fasse dans les règles de l'art et non de le faire dans la clandestinité, dans les quartiers comme cela se passe. Alors, à ce moment-là, vous êtes à combien de mois de grossesse? Je pense que c'était quand même pratiquement dépassé 5 mois en ce moment-là, parce que je peux me souvenir de manière vivide, et c'est ce qui m'a le plus traumatisée d'ailleurs. Oui. Je peux me souvenir carrément du fait que je pouvais voir des cheveux. Voilà. Donc c'est dramatique comme ça d'en parler, mais cette image ne m'a jamais quittée. C'est-à-dire que j'aurais préféré même quand même garder cette grossesse. Et vivre avec l'enfant en imaginant tout ce que je peux avoir traversé. Je pense que c'est la plus grosse torture, c'est de savoir que j'ai pris la mauvaise décision de m'en séparer. Et c'est pourquoi je veux que toutes les jeunes filles... Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire, j'essaye de comprendre Lisa Prudy, que
vous regrettez un peu d'avoir Pas un procédé peu. à une... Pas un peu, beaucoup. Je n'aurais jamais dû. C'est la pire des erreurs de toute ma vie. Une grossesse issue. Oui, j'aurais D'un préféré, viol. D'un viol. j'aurais préféré garder Pourquoi? la grossesse, quitte à envoyer l'enfant dans un orphelinat ou bien envoyer l'enfant en adoption. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'essaye de comprendre. Oui, il faut comprendre parce que le plus grand traumatisme, c'est de voir qu'il y a un être humain qui était sur le point de naître, qui n'avait pas demandé à être là, mais dont on lui coupe l'opportunité comme ça, finalement, d'être là. Donc, je pense que ça m'a plus traumatisé même que les faits même qui ont causé... Oui, mais vous ne l'aviez grossesse. pas souhaité. Non, c'est peu importe. Je ne peux jamais demander à une femme de se débarrasser d'une grossesse juste parce qu'elle est non désirée. Elle est là, tu la portes jusqu'au bout, et puis si tu veux pas t'en occuper, laisse que quelqu'un d'autre s'en occupe. Mais n'arrache pas la vie à cet être humain. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est de toute ma vie, et j'ai commis quelques erreurs dans ma vie, mais je pense que c'est la pire des erreurs de toute ma vie. Oui. Oui. Et pourtant, hélas, ce ne sera pas votre dernier viol. Ah non, loin de là, bien au contraire. Bien au contraire, on aurait souhaité que... Et je pense que... Et pourquoi, tout à l'heure, quand vous parliez de culpabiliser quand on est victime, Oui. j'ai beaucoup culpabilisé parce que je suis naturellement une personne très aimante, une personne qui pardonne, une personne qui a tendance à faire confiance. Et il faut dire que le bon terme pour qualifier ça, c'est de la naïveté. Oui. C'est très grave. Je pense qu'il est très important qu'on éduque nos filles, nos femmes, à moins de naïveté quand même. Parce que dans les cas qui ont suivi, on peut se dire quand même que je devais avoir peur de me retrouver dans cette situation, certaines situations. Mais à chaque fois, j'ai fait confiance, soit parce que c'est un homme de Dieu ou un homme qui parle de Dieu tout le temps, qui te dit viens voir ci, viens voir ça. Oui. Ça, c'est grave. Et c'est pourquoi j'ai envie qu'on parle vraiment du réel problème. Le réel problème ici, Jean-Bruno, c'est que les victimes, quelquefois, en réalité, sont sous une pression sociale, du statut social de la personne, ou alors une pression de l'autorité que la personne a. Et cette autorité peut être l'autorité divine que la personne te présente, soit parce que je suis prêtre, je suis pasteur, ou alors je suis un homme de Dieu, ou je suis. On met Dieu devant. Et là, du coup, tout de suite, ça nous voile les yeux et on peut facilement se faire avoir. C'est pourquoi mon livre est très éducatif. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lors de notre rencontre de la diaspora avec le Cameroun, les autorités camerounaises, j'ai demandé une audience avec le ministre de l'Éducation civique et de la jeunesse, parce qu'il est important qu'on déploie un projet pour travailler les mentalités des jeunes filles et même des jeunes garçons, pour éviter justement ce degré de naïveté que j'avais. Oui, surtout des jeunes garçons, pour leur expliquer qu'on ne saute pas sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas un morceau de Le viande. consentement, ça doit être quelque chose important. d'ancré dans les esprits aussi bien des hommes que des femmes. Et puis, Jean-Bruno, je veux préciser qu'il y a ce que moi j'appelle un consentement réel et un consentement et un faux consentement. Oui. D'accord? Le consentement réel, c'est quand réellement deux personnes qui ont toutes les facultés nécessaires pour prendre une décision décident ensemble d'avoir un rapport. Oui. Alors, il n'y a pas de rapport de force. Il n'y a aucune pression d'un statut quelconque. Ni aucune autorité. Non, il n'y a aucune autorité qui entre en jeu. Il n'y a aucun danger. Alors, pour moi, le faux consentement, c'est quand, par exemple, tu es un patron et tu demandes à ton assistante qui vient dans ton bureau pour t'apporter un dossier, tu lui dis « Ah, mais je suis un peu stressée, est-ce que tu ne voudrais pas passer par là et me faire une fellation ?» Désolée de le dire comme ça, mais ça arrive tous les jours. Et j'ai un patron qui m'a posé, qui a posé un problème comme celui-là. Je suis sortie de ce bureau et je ne suis plus jamais retournée. Il faut dire que les gens font face à des choses terribles. Ça, c'est le faux consentement. Même si une personne acceptait d'aller poser un acte pareil, on dirait oui, mais elle acceptait, on ne l'a pas forcée. Sauf que là, elle est en train de penser à son autorité. Voilà. Tu as ensuite l'autorité religieuse. L'autorité religieuse, ton pasteur te demande quelque chose, tu as l'impression que après Dieu, c'est lui. C'est Dieu qui l'a envoyé. Quand il te parle, tu ne veux pas, tu vois. Après, tu as l'autorité familiale. Tu as ton oncle, tu as ton père qui te dit « Ah, mais je vais t'apprendre ce qu'il faut pour que les jeunes hommes ne te trompent pas là dehors. Viens, je vais te montrer comment faire ces choses-là pour que tu saches le faire demain. Oui. » Alors, tu te dis « C'est ton père, il ne te veut pas du mal. » Donc, c'est impératif que
les gens lisent, les jeunes lisent mon livre, que les parents lisent mon livre et sachent comment mieux éduquer leurs enfants pour éviter le niveau de naïveté dans lequel on est. Alors, et sur la question du consentement, vous faites bien de le dire parce qu'il y a des violeurs qui s'ignorent. Parce que ailleurs, sous d'autres cieux, en plein acte sexuel, une fille dit stop, je ne veux plus, vous arrêtez. Terminé. Et si vous continuez, c'est un viol. Oui, c'est un viol. Même si elle était d'accord au départ. Même si elle était d'accord au départ. Pendant l'acte, elle dit je ne veux plus, ça monsieur, vous stoppez. Et si vous continuez, c'est un viol. Jean-Bruno, c'est valable même dans un couple marié. Je ne parle pas de copain-copine. Oui, je vous vois me regarder. Oui, si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Oui. Là, il y a une chose que les hommes doivent comprendre. Un homme qui ne veut pas avoir de rapport sexuel, on ne peut pas l'y forcer. Oui. Sauf si on procède par d'autres moyens. Oui. On ne peut pas l'y forcer. Alors donc, il faut bien qu'il y ait une érection pour qu'il y ait un rapport sexuel. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on soit cru sur les mots. Il s'agit d'une histoire taboue qui ne doit plus être taboue. Mais une femme, personne ne se demande jamais qu'est-ce qui correspond à l'érection chez la femme. Personne ne se demande jamais, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle a vraiment envie d'avoir ce rapport sexuel? On la prend juste comme si, voilà, c'est un morceau d'avocat, on a tranché, puis on enlève le noyau, on fait ce qu'on veut. Mais non. Alors, et culturellement aussi, on a intégré le fait que la femme n'a pas d'autre choix que d'être d'accord que son homme ait une relation sexuelle avec elle. Oui. Parce que quand vous avez des histoires du genre, l'homme c'est le ventre, le bas-ventre et tout, c'est-à-dire culturellement, on est en train de nous mettre en danger. Absolument, c'est-à-dire qu'on explique aux filles que vous devez être tout le temps prête pour votre homme. Très bien, et ça c'est dangereux, Jean-Bruno. Why? Je suis d'accord. Parce que when you are in a situation like that, you are putting yourself in a position where you think it's by having sex with your partner that you're going to keep your partner. L'homme qui va te quitter, même si tu utilises tout le Kama Sutra, il va quand même te quitter. L'homme qui va te tromper, tu peux lui faire tous les équans, tous les ndolais, tous les héros. Le gars, quand il est temps qu'il parte, il va te quitter pour une jeune fille du quartier Bepanda qui ne va pas faire la cuisine. C'est lui-même qui va aller là-bas, il va mettre la marmite sur son petit réchaud là-bas et il va faire la cuisine pour elle. Il faut qu'on arrête de nous dire des conneries. Donc je pense qu'il est important... On raconte qu'à Soa, dans les mini-cités, les pères des gens font la cuisine. Les pères des gens savent faire la cuisine. On a vu ça. Je ne vous raconte pas des histoires. Donc c'est pour dire qu'il faut que les femmes arrêtent de penser qu'on attrape un homme, l'homme, le ventre et le bas-ventre. Oui. Le tour est joué. Le tour n'est jamais joué, ma chérie. Tu es en permanence dans un match où il y a de fortes chances que tu sois la perdante. Oui. Quel que soit ce que tu vas faire. Donc vis ta vie et fais ce qui te fait plaisir à toi. Donc, il faut faire très attention au faux consentement, que les gens croient en être un. Et même dans un couple, si la femme n'est pas prête, il ne faut pas la forcer. Et comme vous l'avez si bien dit, il faut qu'on éduque nos garçons, qui sont des futurs hommes. Et qu'on apprenne aux femmes à savoir dire non. Non. Oui. Tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Il ne faut pas qu'on t'oblige. Oh non, ma fille, quand on est marié, quand ton mari est prêt, tu dois être prête. Mais non. Oui. Je vous propose, Lisa Prudy, de prendre une petite pause de 30 secondes et nous revenons pour la suite de cet entretien. C'est parfait. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music.
Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24 h sur 24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Retour dans cette émission avec notre invitée Lisa Prudy, auteure de cet ouvrage, Une histoire taboue, paru aux éditions Presse panafricaine. Je rappelle que Lisa Prudy vit aux États-Unis, à Washington. Elle est traductrice de formation, diplômée de l'Université de New York. Elle est également professionnelle de l'immobilier aux États-Unis. Alors, Lisa Prudy, ce que j'ai découvert en lisant votre livre, c'est votre extraordinaire capacité de résilience. C'est-à-dire que vous avez été victime d'abus sexuels, ou alors disons-le plus clairement de viol à plusieurs reprises, mais malheureusement, ou alors plutôt heureusement, vous n'avez pas perdu le goût à la vie pour autant. Oui. Où est-ce que vous avez trouvé la force en vous de continuer à aimer? Parce que la conséquence en direct, en général, chez certaines femmes qui ont été victimes d'abus sexuels ou de viols, c'est d'avoir le dégoût de l'homme. Oui. Or, chez vous, on a l'impression que ça vous poussait toujours à rechercher. Vous cherchiez même quoi, finalement? Vous cherchiez même quoi? J'aime cette question. En fait, je pense que Jean-Bruno, il faut voir que, en fait, il y a 2 histoires diamétralement opposées. Oui. Dans le livre. Il y a à la fois justement la triste histoire de ces abus sexuels dont je parlais tout à l'heure, parlant de quand on parlait de consentement. Ça c'était vraiment des abus sur ma personne. Oui. Mais il faut dire également que moi, je suis une transi amoureuse, quoi. Oui. Je suis une sapiosexuelle, j'aime les personnes intelligentes et pour moi, il n'y a rien qui puisse venir faire que je n'aime plus l'être humain. Donc, j'estime toujours qu'il faut donner, il faut garder le positif, il faut rester positif et se dire que si ça n'a pas marché la première fois, ça pourrait marcher une deuxième fois avec quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un de naturellement très, très optimiste et très positif. Donc, les gens qui me connaissent le savent, j'ai toujours une attitude positive. Même quand il y a une catastrophe qui se produit, pendant que les gens sont agités, moi, généralement, je suis très calme. Ouais. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, quelquefois, ce qui pourrait justifier cette attitude que j'ai, c'est que j'estime que j'ai des problèmes plus graves. C'est-à-dire que j'ai des objectifs ou alors des ambitions qui sont plus grandes que mes obstacles. Je répète ça. Oui. Mes ambitions sont plus grandes que mes obstacles. Mes ambitions et l'ambition principale que j'ai réussi aujourd'hui à réaliser, c'était de rendre ma mère heureuse. Moi, j'ai énormément eu de la peine à voir ma mère souffrir. Donc pour moi,
je pouvais avoir subi tous ces abus, mais voir ma mère souffrir m'a fait souffrir plus que tout ça. Oui. Donc du coup, tout ce qui pouvait me détourner de mon objectif, d'avoir une meilleure vie, de pouvoir la sortir de la faire sortir de la pauvreté pour la prospérité, rien ne pouvait détourner mon attention de cela en fait. Je crois que je suis restée très forte parce que j'avais une mission, une ambition plus forte que ce que je subissais. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parlant d'amour, je ne peux pas changer ma nature. J'aime. Et donc, les relations amoureuses dont j'ai parlé dans le livre, c'était des relations qui étaient vraiment honnêtes, qui étaient vraiment candides. Oui, justement, parce qu'on voit à chaque fois, oui, vous y mettez vraiment votre cœur. Hein? Oui. Absolument. C'est-à-dire que dans ce livre, il n'y a pas une seule relation où vous y êtes allé vraiment à la légère. Voilà, à la cantonade, comme ça. Là. Non, vous avez mis du cœur toujours, dans toutes vos relations. Toujours. Et chacune de ces relations était belle jusqu'au moment où elle se termine. Il y a par exemple cette idylle que vous avez connue avec le type qui travaillait chez Orange, qui était ivoirien, je crois. Oui, ivoirien, oui. Voilà, très très belle relation. Jusqu'à ce que vous rendiez compte qu'il était marié. Que c'est un homme marié. Oui. Et donc, en fait, et c'est pourquoi je dis, moi, j'étais championne pour juger les gens. Vous étiez vraiment une serial love. Oui, mais la réalité, c'est que j'aurais, encore une fois, j'insiste, j'aurais aimé que mon premier amour soit mon plus grand amour et mon seul amour. D'accord? Donc, à chaque fois quand vous lirez, vous allez comprendre que quand je suis dans une relation, je suis dans cette relation à fond en espérant qu'elle soit la dernière, jusqu'à ce que quelque chose se produise. Mais si ça se passe mal, ce n'est pas pour autant que je vais estimer que l'amour n'existe plus. Oui. Donc moi, j'arrive quand même à faire le distinguo entre les mauvaises relations, les mauvaises aventures que je peux avoir et la réalité qui est que moi, je trouve que l'amour est beau. D'accord? L'amour est beau. Moi, je suis une personne littéraire qui aime le beau. Et je pense que l'amour est beau. Ça fait du bien de ressentir ces papillons-là dans le ventre. Ça fait du bien de se lever le matin et d'avoir envie de faire quelque chose et savoir que ton partenaire sera fier. Ça fait du bien de savoir que j'ai envie de faire un beau repas pour le surprendre ce soir. J'ai envie de trouver cette belle chemise qui est marquée Jean-Bruno Tania. Apparemment, vous avez une marque maintenant de chemise Jean-Bruno. Oui. Mais en tout cas, votre chemise personnalisée, j'aime la couleur bleue. De dire que je vois cette chemise, elle me plaît, j'ai envie de l'acheter et je pense à lui en l'achetant. C'est beau. D'accord? Donc, personne ne va venir m'enlever cela. Donc, malheureusement, malgré mes aventures, moi, j'ai toujours cru en l'amour. Et le tome 2 viendra montrer à quel point moi, j'ai toujours cru en l'amour. Alors, et au-delà de vos différents amours qui vont comme ils vont et tout, il faut dire que vous avez également beaucoup de chance parce que vous trouvez de temps en temps du boulot. Vous êtes très ambitieuse, vous essayez de vous en sortir, vous allez d'un boulot à un autre, vous essayez de vous occuper. Et vous avez également de très très belles rencontres quand même. Hein. Oui, je pense que c'est important. Des gens qui ne vous connaissent pas du tout, mais qui vous assistent et qui vous aident. Et ça, un amour qui n'a rien de charnel, voilà. Mais un amour vrai des gens qui vous aiment, qui aiment une petite fille. Un amour inconditionnel à qui ils veulent donner un coup de main. Et vous avez eu de très très belles rencontres. Oui, mais Jean-Bruno, je suis absolument heureuse que vous mentionniez cela. Oui. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il fallait que j'ajoute quand je donnais la réponse à ma question de pourquoi continuer à aimer les gens alors que vous avez eu autant de mésaventures. Il y a tellement de gens de belles personnes, de belles âmes qui m'ont aimé naturellement et inconditionnellement sans rien attendre en retour de moi. Donc je me dis, des gens comme ça m'ont fait croire que l'amour vrai, inconditionnel existe et que quelqu'un peut t'aimer sans vouloir te faire du mal. Donc quand je vois des exceptions comme ça, ça me rappelle à chaque fois qu'il n'y a pas que des porcs, qu'il n'y a pas que des agresseurs sexuels, qu'il n'y a pas que des voleurs de cœur, pour ne pas dire de... Oui. Voilà, on a compris. Alors, donc, quand je vois des gens comme ça me donne encore espoir à la vie. Et je vais te donner un exemple. Oui. Quand je prends le cas d'une personne qui me voit en train de travailler comme serveuse dans un restaurant et qui me dit, mais moi, je viens ici tous les soirs, je vous regarde et j'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes serveuse, c'est vraiment ce que vous faites. Je suis étudiante. Je suis étudiante, mais je viens travailler ici pour pouvoir payer mes études. Et ce monsieur me dit, vraiment, ça me fascine de voir qu'une personne comme vous, soit ici en train de travailler pour pouvoir payer ses études, j'ai envie de vous aider. Est-ce que vous pouvez me retrouver demain pour que je vous remette quelque chose pour vous aider? Je me demandais qu'est-ce qu'il voulait me donner pour m'aider.
Mais je suis quand même allée, parce que, et encore une fois, comme je dis, moi, parfois ça peut être de la naïveté, mais je crois aux gens, Absolument. je crois en l'humain. L'être humain. Donc je vais quand même voir la personne, et ce monsieur me remet une enveloppe kaki, je m'en souviens très bien, et me dit, voilà ce que j'avais à vous remettre, j'espère que ceci va pouvoir couvrir vos études, vous n'êtes pas obligé de continuer à travailler dans un bar, puisque toutes les personnes qui sont là finissent par épouser un blanc et partir, mais si l'objectif vraiment pour vous c'est d'aller à l'école, vous n'avez pas forcément besoin d'aller travailler dans ce bar. Alors moi je prends l'enveloppe, je rentre chez moi, et je dis à ma mère, j'ai reçu cette enveloppe, ma mère me dit, et vous comprenez pourquoi j'aime ma mère en fait. Ma mère me dit, écoute ma fille, donne-moi l'enveloppe. Quel que soit ce qu'il y a dans l'enveloppe, c'est mieux que ce soit moi qui ouvre l'enveloppe. Alors, si quelque chose de mal va arriver à quelqu'un, il vaut mieux que ce mal m'arrive à moi. Ma mère prend l'enveloppe, l'ouvre, et ma mère se rend compte qu'il y a une énorme somme d'argent dans l'enveloppe qui correspond à une année de salaire plus pour boire. Parce que le monsieur, effectivement, ce soir, je me souviens qu'il m'avait demandé combien est-ce qu'on vous paye. Salaire? Voilà, Absolument. quel est votre salaire ici? J'ai dit oui, je gagne tant, et puis j'ai également les pourboires, ça me permet de m'occuper de ma famille, etc., etc. Et donc, ma mère a vu ça et m'a remis, rien de mal ne m'est arrivé. Et il y a eu tellement de personnes comme ça, de cas comme ça, de personnes, de bons samaritains. Et je ne veux pas terminer cette émission sans rappeler que ce ne sont pas tous les hommes qui sont des porcs. Oui. Alors, il y a un héros dans mon livre. Et le héros dans mon livre, et je souhaite qu'il y ait davantage de héros. Et j'espère que toutes les personnes qui regardent Naya TV et qui vont regarder cette émission, autant le dire, seront capables de dire non à la tentation. Même si on vient vous livrer cela sur un plat en or, vous devez être capable de dire non. Je dis toujours qu'une femme, je ne sais pas pour les hommes, mais je sais qu'une femme jusqu'à 30 ans, toutes les décisions qu'elle prend, en tout cas, allons-y, soyons gentils, allons-y même peut-être à 21 ans, toutes les décisions qu'elle prend, elle est capable de les regretter toutes. Parce qu'elle n'a pas suffisamment, quel que soit ce qu'on peut dire, la femme a la maturité de pouvoir faire multiples choses à la fois, travailler, faire ci, ça. Elle a cette maturité. Mais quand il s'agit de l'amour, sur le plan de la maturité, à 21 ans, c'est à partir de la trentaine qu'une femme est capable de commencer à prendre de bonnes décisions sur le plan sentimental. Et les femmes qui me regardent, elles peuvent commenter quand elles vont regarder cette vidéo. Il faut qu'elles disent ce qu'elles en pensent. Toutes les décisions qu'une femme peut prendre avant 30 ans, en général, sont des décisions qu'elle est capable de regretter pour la plupart sur le plan amoureux. Donc, par conséquent, toi, l'homme qui me regarde aujourd'hui avec Jean-Bruno, moi, j'ai envie de parler à ma caméra. Laquelle elle est? C'est quelle caméra? Celle-ci? Oui. Voilà, toi qui me regardes aujourd'hui, qui a 30 ans, qui a 35 ans, qui a 45 ans, 60 ans, une jeune fille va se présenter à ton bureau parce qu'elle cherche un emploi. Ta nièce va venir dans ta maison. Tu vas être dans les circonstances où tu vas rencontrer de belles femmes. Les Camerounaises sont très belles, les Africaines sont magnifiques. Dans le monde entier, de plus en plus, avec tous les artifices qu'il y a, et les BBL par-ci, par-là, tout ce qu'on voit sur Instagram, les femmes sont toutes belles aujourd'hui. Il faut que tu sois capable de voir une jeune femme qui est perdue, égarée, qui se jette dans tes bras et que tu sois capable de lui dire non. Parce que le héros dans mon livre, c'est ce monsieur que je suis allée voir. Moi-même, j'ai porté mes pieds pour aller dans son hôtel à 16 ans, dans l'intention de devenir sa seconde épouse pour sauver ma famille. Ce monsieur, il m'a fait asseoir, il m'a parlé, il m'a dit, tu as un bel avenir devant toi, je ne vais pas abuser de toi, je préfère que tu rentres à la maison et je préfère t'aider avec tes études. Toi qui me regardes aujourd'hui, dis-toi que même si une femme venait te donner un consentement que j'estime faux, parce qu'avant 21 ans, elle ne sait pas ce qu'elle fait, il faut que tu sois capable de dire non. Voilà. Donc, sois mon héros demain, après avoir regardé cette émission. Alors, et une autre rencontre, je m'en voudrais de ne pas parler de celle-là, parce que je trouve que c'était beau. C'est ce monsieur que vous rencontrez au sorti d'une église. Oui. Oui. Ça, c'est une histoire que j'ai également aimée. J'ai trouvé que c'était... C'est une belle histoire. Revenez là-dessus en très peu de mots. En très peu de mots, oui, je veux dire, on est en train de terminer cette émission, mais vraiment en beauté, avec de belles histoires qu'il y a dans ce livre. Oui. Parce qu'il ne faut pas que les gens voient une histoire taboue et qu'ils se disent qu'il n'y a que des histoires tristes. Non, absolument pas. Il y a de belles histoires, il y a une belle romance. Il y a un happy end. Exactement. Donc, tu as quand même des gens comme ça that are ready to do something good for somebody. Yeah. Et quand on parle au Cameroun de vivre ensemble, je me souviens très très bien que ce monsieur m'a donné son nom. Je ne sais pas s'il m'a dit qu'il s'appelait monsieur Mbela, mais il m'a donné un nom, Betty. Moi, je suis une petite Bamileke qui est là, qui a une grossesse,
qui ne sait pas ce qu'elle va faire, elle n'arrive même pas à se nourrir. Et ce monsieur me tend une enveloppe. Et c'est pas, quand il me voit là comme ça, je n'arrive pas à tenir debout. Il sent que je suis faible, je ne me nourris pas bien. Il me dit, dimanche prochain, retrouvez-moi là devant, je serai avec ma famille. Je suis ici derrière aujourd'hui parce que je suis en retard. Et donc le dimanche d'après, je le revois, il me présente son épouse, ses enfants, et il me remet une enveloppe. Quand je rentre chez moi, il y a 30 000 francs CFA dans cette enveloppe. Jean Bruno, ces 30 000 pour moi, c'était comme 3 millions. Parce que non seulement mon petit loyer dans le taudis dans lequel j'étais, c'était 10 000 francs. C'est-à-dire que techniquement, ce monsieur m'a payé 3 mois de loyer. Mais en réalité, il a payé mon loyer et il m'a fait manger également et nourrir ma famille. Et rien ne l'y obligeait. Rien ne l'y obligeait. Et il n'attendait rien d'autre de moi. D'ailleurs, je ne sais pas où il se trouve et il ne m'a rien demandé après. Donc, je pense qu'il y a de belles histoires comme ça. Apprenons à aimer les gens de manière inconditionnelle et les aider sans attendre quelque chose en retour. Alors, je parlais de happy end. À la suite de tout cela, vous rencontrez finalement l'amour. Bah, je n'ai pas envie de dire que je rencontre l'amour parce qu'il y a encore le tome 2 qui arrive. Oui, mais au moins, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis une épouse épanouie. Oui. Voilà. Mais il faut dire que vous avez aimé le mariage dans votre vie. Et vous avez cherché le mariage toute votre vie. À partir de 15 ans, vous cherchez déjà le mariage et finalement, vous avez réussi à vous marier. Ça veut dire que les femmes qui disent souvent que le mariage n'est pas une fin en soi, ça doit vous faire rigoler. Bah, ça me fait rire. Parce que vous avez cherché ça. Après, les gens sont différents. Quand même, mais je pense qu'elles veulent dire que le mariage n'est pas une fin à soi. Je ne pense pas qu'elles pensent vraiment que le mariage n'est pas une fin en soi. Parce que vraiment, je pense que la femme, in my opinion, est vraiment designed to have a partner. Right? Je pense vraiment, parce que pour moi, je suis une chrétienne et la femme a été conçue, elle n'est pas venue d'une génération spontanée. Elle n'est pas venue de nulle part. Elle est venue de la côte de quelqu'un qui existait déjà. C'est impossible que tu sois toi-même une personne à part entière. Vous êtes féministe, c'est vrai, mais pour l'autre là... Non, quand même, hein, pour l'autre là, non. Chaque femme a le droit de se marier, si oui. elle veut bien. Oui. Moi, je pense que le mariage est épanouissant. Oui. Et c'est pour ça que quand j'ai eu des relations, l'objectif pour moi, c'était que ça se termine par le mariage et que ce soit pour la vie. En tout cas, aujourd'hui, je suis dans un mariage heureux avec le charmant docteur Eric Wafo qui est grand, noir et beau. C'est pas possible. Jean Bruno dit c'est pas possible. En tout cas, il est tout aussi beau que vous, Jean Bruno. Oui, voilà. C'est gentil. Alors, et justement, c'est une de vos relations qui va vous amener aux États-Unis. C'est cela. Oui. On parlait de belles rencontres. Vous n'avez pas eu que des histoires d'amour qui s'achèvent en queue de poisson, mais de belles rencontres également qui vous ont permis de suivre et de réaliser vos rêves. Par exemple, vous avez quitté le Cameroun pour les États-Unis et ça, c'était quand même un parcours extraordinaire pour la petite fille de Bamisenge qui mangeait les pommes pilées au petit déjeuner le matin, jouait dans les pieds nus dans la poussière et qui se retrouve à Washington, chef d'entreprise qui fait 1001 choses. Le parcours, il est extraordinaire. Hein? Oui, c'est un parcours extraordinaire, mais je pense que là, en réalité, vous me donnez l'opportunité de rappeler une chose. Oui. Je suis venue au Cameroun il y a quelques années avec ce que j'appelais le rêve camerounais, the Cameroonian dream. And there's a reason why I came here with that. I wanted people to know that the dream is not only American. Yeah. So what I want to tell you, Jean Bruno, is that I did not need to go to the United States to be the lady that I am today. It's very important that you understand. Oui, c'est vrai. Because even before leaving the United States, you read my book. J'étais déjà quand même je l'ai dit tout à l'heure, vous avez multiplié ici, pas mal d'emplois, vous avez pas mal d'emplois. Donc malgré mon humble beginning, partant de mon petit village, j'ai quand même fini à un poste très élevé dans une multinationale. D'accord? Donc, j'aurais bien pu vivre au Cameroun et réaliser mon rêve au Cameroun. J'aurais toujours pu être la grande femme entrepreneur que je suis aujourd'hui et avoir le même impact. D'accord? J'avais pas besoin d'aller aux États-Unis. Cependant, comme ma mère le dit souvent, ma mère m'aime beaucoup et elle me dit, ma fille, tu es absolument un ange et même si on te mettait aujourd'hui en Inde, tu réussirais quand même. Donc, it doesn't matter. I did not need to go to the United States. I thank the person that brought me in the United States, but I did not need to be there to be successful. It's very important. Parce que si c'était une fin à soi, c'est que je suis toujours dans cette mariage-là. Voilà, dans cette relation. Lisa Prudy, aujourd'hui, on va finir cette émission avec votre travail de coach. Alors, en un mot, comment ça se passe
votre travail en tant que coach. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, ce que je fais, c'est que j'essaye d'aider les autres à entrer dans leur plein potentiel. Oui. Moi, j'ai toujours, comme je vous ai dit, mes ambitions étaient plus grandes que mes obstacles. Et donc, par conséquent, j'ai décidé, encore une fois, un peu comme avec le master à New York University pour la traduction que je faisais déjà, j'ai voulu formaliser cela en partant me certifier comme coach pour être capable d'accompagner les gens et les aider à atteindre leur plein potentiel dans tous les domaines, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, tout ça. Donc, ça me permet aujourd'hui d'avoir des multitudes de personnes comme ça que j'aide soit par coaching de groupe, soit par coaching privé, soit par des conférences que j'organise régulièrement. J'en ai organisé ici au Cameroun. Et l'objectif pour moi, c'est que les gens soient capables de réaliser en une année ce qui m'a pris 10 ans pour réaliser. Oui. Donc, c'est vraiment ça mon bonheur, c'est d'être capable d'aider les autres comme ça à éclore, révéler comme ça le potentiel qu'il y a en eux. Et c'est ça qui d'ailleurs m'a poussé à créer au niveau du Cameroun, après mes conférences, le centre de coworking Keyword for Success à Douala, à Akwa, qui permet que les jeunes qui n'avaient leur business que dans une mallette, ça leur permet d'avoir un cadre professionnel. C'est à but non lucratif, ils contribuent un montant quand même pour permettre de payer les charges et tout, mais l'objectif c'est de leur donner ce cadre professionnel pour se lancer dans un business et réaliser leurs rêves. C'est ça qui me rend heureux. Donc je suis devenue coach parce que je voulais, à travers mon expérience, tenir la main à d'autres personnes et les voir réaliser leurs rêves. Alors dites-moi, Lisa Prudy, qu'est-ce que votre chérie a pensé de ce livre? Alors ça, c'est une question difficile. Oui, nous en avons parlé. Oui, alors, oui, nous en avons parlé. Qu'est-ce qu'il en pense? Il était le premier lecteur du livre. Oui. Et il m'a donné sa bénédiction pour que, le livre soit publié, parce qu'il estime que je suis investie d'une mission qui est celle de faire en sorte que toutes les femmes du monde, si elles peuvent, en lisant mon histoire, puissent éviter de traverser ce que moi j'ai traversé. Il est d'un grand soutien moral, psychologique pour moi, parce que c'est pas tout le monde qui serait content de voir la vie de leur femme mise à nu comme ça. Absolument. Pas toujours pas des histoires aussi agréables, mais c'est quelqu'un de très très brave qui est mon premier supporter. C'est mon fan numéro 1. Donc on en a parlé, il est très très d'accord pour le processus que j'ai déclenché comme ça à partir du livre et même les projets que j'ai pour la jeunesse, pour pouvoir créer comme ça un environnement dans lequel on les conscientise et qu'on les aide à éviter ces pièges-là. Donc on est en synchro. Oui. En tout cas, vous avez de la chance. Merci. Je n'appelle pas ça de la chance, j'appellerais ça de la bénédiction. Je suis favorisée par l'Éternel. C'est parfait. Merci, Lisa Prudy, Jean-Bruno. merci. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission. Autant le dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. C'est dans la boîte? Ne coupez pas, oui. Voilà. Super. Merci.